acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Alpes Décideurs. Bonjour à tous et bienvenue dans Alpes Décideurs, le mensuel économique de Télé Grenoble, le rendez-vous des chefs d'entreprise, des partenaires d'affaires ou tout simplement des curieux du monde économique. Chaque mois, vous le savez, nous mettons en lumière les entreprises qui font le dynamisme des Alpes, avec bien sûr à mes côtés mon complice pour nous accompagner, Alain Denisot. Bonjour Alain. Bonjour Christophe. Je rappelle que vous présidez le directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Aujourd'hui, nous évoquons ensemble... Nous allons parler des aidants. Personnes qui aident souvent leur entourage, et puis la question de l'internaute, la taxe carbone. La taxe carbone, ce sera dans la deuxième partie de l'émission. Et puis, importante rubrique dans un instant sur l'innovation. Aujourd'hui, avec deux invités et deux startups grenobloises de retour du CES de Las Vegas. On en parle souvent dans cette émission. Active Motion et ses accessoires de communication destinés à nous libérer les mains et les oreilles pour des ergonomies de travail plus confortables. Et Lovebox, qui a réussi son pari de séduire le marché américain. La petite boîte connectée permet d'envoyer des mots doux à un être cher. On découvrira ça dans un instant. Et puis notre focus nous plongera dans les coulisses d'une émission télé. En une dizaine d'années, Favorise est devenu dans la région le spécialiste de la production audiovisuelle. Pour la télé, bien sûr, mais aussi pour les entreprises qui, avec la crise sanitaire, ont exploré de nouvelles façons de communiquer. Favorise en a profité pour enregistrer ces 2 dernières années des croissances exceptionnelles. Il y a entre 10 et 15 millions d'aidants en France. Ce sont ces personnes qui accompagnent un proche, malade, âgé ou en situation de handicap. Longtemps cantonnés dans la sphère de l'intimité des foyers, eh bien, leur rôle s'est imposé ces dernières années dans le débat public. On en parle beaucoup ces dernières semaines, accentué par les évolutions démographiques et les impacts économiques de la perte d'autonomie. Alain Denisot, vous avez eu la très bonne idée de choisir et de mettre à l'honneur ces aidants dans votre chronique. Ces aidants, qui sont-ils ? Alors déjà, c'est un sujet dont on parle, mais dont on ne mesure pas l'ampleur. Parce que nous allons découvrir ensemble que beaucoup de personnes sont aidantes, ou ont été aidantes, et la plupart vont le devenir, ou probablement l'être. Alors déjà, une définition, pour être bien clair sur le sujet. Donc, est aidant toute personne, non professionnelle, puisqu'il y a des aidants professionnels, qui apportent de l'aide à un proche, lequel proche rencontre des difficultés dans sa vie quotidienne, liées à son état de santé, son handicap ou son âge. C'est pour agir, pour faciliter des actes quotidiens, je le disais, un soutien matériel aussi, ou un soutien moral. Et cette aide doit être apportée pour être qualifié d'aidant au moins 1 fois par semaine et environ 3 heures par semaine. Voilà. Donc une définition assez précise. Et sur cette définition, rentre aujourd'hui, en termes de statistiques, 30% des Français de plus de 15 ans sont des aidants, 9% le sont de façon occasionnelle, un peu moins fréquemment qu'1 fois par semaine, et 20% sont d'anciens aidants. Donc au total, on a quasiment 60% des Français de plus de 15 ans qui sont, de façon permanente, occasionnels, ou l'ont été aidants. Et ce phénomène va en s'accentuant, puisque de fait, avec le vieillissement de la population, les progrès de la médecine, également les conditions de vie de nos concitoyens, la génération des baby-boomers, de plus en plus de personnes vont être en situation d'être aidés, donc de plus en plus besoin d'aidants, et également avec le sujet du financement de ces aidants, enfin de l'accompagnement, puisque les retraites à un horizon de 20 ou 30 ans peuvent connaître une décorrélation par rapport aux revenus des personnes qui travaillent. Alors le profil des aidants en général sont des actifs. Donc des gens qui travaillent. Qui travaillent, parce qu'en général il y a une génération d'écart, sauf pour l'aide à l'handicap des enfants. La moitié, donc 3/4 sont des actifs. Une petite moitié ont dû adapter ou réduire leur activité, ce qui n'est pas négligeable du tout. Ça concerne toutes les catégories socio-professionnelles. Et en général, l'aide vient de façon progressive avec finalement l'âge, la génération du handicap et des difficultés à l'autonomie. Les situations sont très diverses. Majoritairement, pour autant, c'est de l'aide aux parents.
parents, tantes, oncles, dans un cercle familial. Il y a aussi des situations d'aide aux malades, maladies lourdes, diabète, cancer, et puis bien sûr l'aide aux enfants ou aux jeunes adultes, qui représentent une partie aussi importante des aidants. Et enfin, et le plus souvent de façon temporaire, on le souhaite tous, des aides consécutives à des accidents. Voilà. Comment s'organise cette mission des aidants? Sur qui est-ce qu'ils peuvent compter comme autres intervenants? Alors, je vais me cantonner dans un premier temps sur les aides familiales internes. Dans plus de la moitié des cas, les aidants sont co-aidants. En fait, souvent, c'est une génération de frères ou de sœurs qui accompagnent un parent, une tante, une mère ou un père, avec le plus souvent un pivot, c'est-à-dire qu'il y a un aidant principal lié à l'âge, à la proximité, peut-être une situation professionnelle moins impliquante, qui permet de faciliter à la fois la notion d'aide, mais qui rend plus difficile, pendant le processus d'aide, d'une part le partage des responsabilités, quand il y a des grosses décisions, et puis en fin de processus d'aide, finalement, comment s'équilibrent les choses entre ce qui a pu être donné en temps, ce qui a pu être donné en argent. Donc voilà, il faut être aussi attentif à cette dimension-là pour l'équipe de la contribution. Et puis souvent, les aidants au sens familial, proximité, se font aider par des aidants professionnels. Professionnels, bien sûr. Pour alléger la charge, parce que c'est une vraie charge, avec plusieurs freins. Alors il y a déjà un frein économique, bien évidemment, et puis un frein qui est lié finalement souvent au moment de la charnière. On commence à rentrer dans le processus d'aider une personne, qui est de rentrer finalement dans une intimité familiale. Première réticence, évidemment. Première réticence qui n'est pas toujours, on va dire, au beau fixe, quoi. C'est une situation délicate. Donc il y a ce frein-là, mais globalement, la plupart des aidants se font accompagner aussi par des aidants professionnels pour alléger la charge. C'est quoi, des aides ménagères, des aides ménagères, aides domicile, auxiliaires de vie, enfin toutes les professions qu'on essaye de faire émerger actuellement pour accompagner notamment le vieillissement de la population. Alors beaucoup d'enjeux, on le voit, les pouvoirs publics ont évidemment pris plusieurs dispositions ces dernières années pour accompagner les aidants. Sur quelle stratégie? Alors une stratégie nationale qui a été posée fin 2019, qui est la stratégie des aidants 2020-2022, pour faciliter le quotidien des aidants, et qui s'est aussi incarnée par la création d'une 5e branche au niveau de la sécurité sociale. Il y a la maladie, la famille, les accidents du travail, la retraite, et puis la branche des aidants. Les objectifs de cette stratégie, c'est aider les aidants avec des maisons de répit, avec des accompagnements pécuniaires, avec un meilleur accompagnement, y compris formation, parce qu'on ne devient pas aidant familial naturellement, même si on a envie de le faire. Mais malheureusement, en 2020, le Covid était aussi là. Et on va dire ce plan stratégique a été percuté de plein fouet par le Covid et n'est pas totalement mis en œuvre. Et notamment en ce qui concerne les jeunes aidants. Parce qu'on a aussi des aidants de génération plus jeunes qui sont étudiants et qui essayent de poursuivre leurs études en étant aidants. Et là-dessus, pas grand-chose a été fait, notamment du fait du Covid. Les aidants familiaux, les aidants non professionnels sont heureusement aussi accompagnés par des aidants associatifs, qui rassemblent souvent des aidants familiaux qui se sont structurés pour effectivement apprendre à devenir aidant, donner des conseils, créer des cercles, créer des moments d'échange, des moments de partage, pour alléger également la tâche morale que peut être donnée la situation d'un aidant. Alors vous nous disiez... Il y a aussi des associations, allez-y, bien connues du grand public, l'UDAF, la DMR, notamment la DMR 38, qui interviennent en soutien des aidants. C'est des structures, associations... présentes au niveau départemental, toutes ces associations. Tout à fait. Vous le disiez tout à l'heure, les aidants sont souvent des actifs, dans plus de 70% des cas, avec une répartition des tâches, vous le disiez, avec des charges aussi parfois importantes. Quel est le rôle des entreprises auprès des salariés aidants? Alors, les entreprises, depuis une dizaine d'années à peu près, ont pris conscience de cet effet générationnel, principalement. Et donc, les pratiques d'accompagnement des entreprises se sont vraiment développées. Alors, ce qu'on peut souligner, c'est les dons de jours de congé à un collègue. Un aidant, depuis octobre 2020, peut aussi prendre des jours de disponibilité, jusqu'à 3 mois de disponibilité, avec un cumul possible durant la vie professionnelle jusqu'à 1 année. Donc, c'est quand même assez significatif. Et puis, l'aménagement du temps de travail, le télétravail qui se développe de plus en plus, alors lié au Covid. Donc, globalement, il y a une prise de conscience, d'une part des aidants, par le monde professionnel, des employeurs, mais aussi finalement de l'environnement de vie des collaborateurs. Et aujourd'hui, même si les entreprises ont les moyens d'accompagner les salariés qui aident les aidants,
en fait, les salariés répugnent un peu à se déclarer aidant et s'organisent un peu tout seuls. Donc je crois qu'il faut aussi valoriser, développer, vulgariser cette capacité à faire. Bon, puis autre sujet important qui est souvent un peu tabou, c'est l'argent. Comment les questions financières sont perçues? Alors en général, si on parle d'aidants de la génération des parents, quel que soit son âge, ceux-ci ont une vie professionnelle, ont en général une retraite. Et globalement, les sujets financiers, au moins quand l'aide doit se passer à domicile, ne sont pas de vrais problèmes. Et a fortiori, s'il y a des co-aidants qui peuvent accompagner un petit peu. Donc en fait, le sujet de la situation financière des aidants et des aidés, la question se pose plutôt lorsque l'aidé ne peut plus rester à son domicile et doit aller vers un EHPAD, par exemple, ou une structure spécialisée. En revanche, pour les situations d'enfants en handicap, le sujet est beaucoup plus complexe parce qu'en fait, il faut prévoir le futur, prévoir la vie de son enfant. Et les difficultés financières, à ce moment-là, supposent de beaucoup plus anticiper, de préparer des plans, vraiment des plans de construction, de constitution de capital, immobilier, par capitalisation. Et le sujet est autrement difficile. Un mot pour conclure sur ce sujet délicat, mais on le voit très imbriqué sur le plan social et économique. Quand on interroge les personnes qui aident, les aidants, il y a un peu une double réaction. Il y a la réaction de la difficulté d'aider, parce que ce n'est pas une aide ponctuelle, c'est une aide régulière, récurrente, et qui malheureusement disparaît rarement dans le bon sens. Et puis en même temps, la valorisation, l'enrichissement, aussi le lien filial, qui fait que l'on doit aider par lien filial et par lien affectif. Donc la perception est assez ambivalente. C'est une charge qui est difficile, qui trouve ses contreparties dans le lien affectif, et qui nécessite, mais c'est le sujet du plan stratégique du gouvernement, d'avoir un soutien, et notamment des moments de répit pour pouvoir recharger et ainsi être de nouveau pleinement disponible pour aider. Merci beaucoup, merci Alain pour à la fois cet hommage et ces informations très pratiques. L'enjeu est important, on le voit, et va encore se renforcer avec le vieillissement annoncé de la population. Et je retiens notamment ce chiffre, presque 2 Français sur 3 sont ou ont été des aidants. La plus belle vitrine mondiale de l'innovation, c'est le Consumer Electronics Show de Las Vegas. On en parle régulièrement dans cette émission. Chaque année en janvier, depuis près de 50 ans, on y découvre les inventions technologiques qui révolutionneront nos vies quotidiennes. Notre région Auvergne-Rhône-Alpes y est toujours très bien représentée et la délégation iséroise particulièrement bien fournie, puisque cette année encore, ce sont 14 startups du département qui ont fait le voyage aux States. Parmi elles, 2 startups grenobloises, ActiveMotion et Lovebox, que nous mettons à l'honneur aujourd'hui dans cette émission, avec Romain Huet, le directeur des opérations chez Lovebox. Bonjour. Bonjour Christophe. Merci d'être avec nous. Et Benoît Van Landegem, bonjour. Bonjour Christophe. Vous êtes fondateur associé d'ActiveMotion. Alors on va évidemment faire le point sur ce CES de Las Vegas. On y voit de tout, du bijou connecté au robot intelligent. Vous nous expliquerez quelles sont vos innovations à vous. ActiveMotion d'abord, alors vous allez m'expliquer très précisément, mais qui produit, je le disais en introduction, des accessoires de communication, des dispositifs notamment d'écoute, qui sont destinés à libérer les oreilles, les mains, pour rendre finalement plus confortable le quotidien, au bureau par exemple, mais pas uniquement. C'est une start-up née en 2019, je crois. Le principe global, c'est pas uniquement libérer les oreilles et les mains, vous allez être plus précis. Alors, notre vocation, c'est de rendre moins intrusifs nos appareils numériques. Je pense que maintenant, on peut tous dire qu'on est tous dépendants de notre téléphone. Il suffit d'aller n'importe où dans le monde pour voir les gens dans la rue, leur téléphone à la main, leurs écouteurs sur les oreilles, qui sont complètement isolés de leur environnement proche. Maintenant, c'est très facile d'aller communiquer avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, et pourtant, ça devient de plus en plus difficile de communiquer avec son voisin. Et du coup, moi étant passionné d'électronique, de technologie, j'aime bien aussi créer des choses. Donc en fait, je cherchais des moyens de casser cette dépendance, d'être moins dépendant de nos appareils numériques et de pouvoir continuer malgré tout à les utiliser. Oui, vous êtes en fait un ancien de chez ST Microelectronics. Vous êtes adepte de trail, de course en montagne. Et c'est précisément en courant que vous avez eu cette idée pour être à la fois connecté et dans l'environnement qui vous entoure. Voilà, maintenant on ne peut plus concevoir d'aller en montagne sans son téléphone, tout simplement pour des raisons de sécurité.
Et du coup, l'idée, c'était aussi, quand vous faites des photos ou quand vous voulez vous diriger, l'idée, c'était pas de courir le téléphone à la main. Et du coup, j'ai réfléchi un petit peu à tout un écosystème pour profiter de mes technologies sans les sentir. Parce que je ne concevais pas d'être en montagne et d'être enfermé dans ma bulle. Donc, je voulais continuer à profiter de mon environnement. Donc, la réflexion, elle est née comme ça. On vous voit là au Consumer Electronics Show, au CES de Las Vegas, puisque vous étiez en janvier dernier. On reparlera de ce salon qui vous a offert une vitrine internationale. La première innovation, finalement, c'était, le principe en tout cas, c'était ces écouteurs, ce système Xtrasound, c'est ça? Voilà, oui. Donc, du coup, par rapport à cette pratique du trail, là où je cherchais un système pour me diriger en montagne, et donc, du coup, l'idée, c'était d'avoir une assistance audio et les écouteurs du marché ne convenaient pas à mon usage. Donc, du coup, je me suis mis à créer mon propre système. Et donc est née la technologie Xtrasound, qui est notre première brique technologique qui nous fait oublier nos écouteurs. Donc, c'est un système d'écouteurs qui se clip sur l'oreille. Voilà. Alors, il y a différentes ergonomies. Le concept, c'est de rien avoir dans l'oreille et d'utiliser l'oreille comme la membrane d'un haut-parleur. Donc, c'est le pavillon de l'oreille qui sert de membrane. Voilà, c'est une approche naturelle du son. On essaye de s'approcher au plus près de la nature, y compris dans l'usage de l'oreille. Voilà, en fait, on n'a plus le conduit auditif n'est plus obstrué par un appareil. Ouais. Le clip, la bague vient sur le pavillon de l'oreille. Et c'est le pavillon de l'oreille qui sert de haut-parleur finalement. Et on revient à cette idée de ne pas être isolé, de ne pas être coupé du monde extérieur. Et puis évidemment, vous avez décliné du coup ce principe après beaucoup plus largement, notamment pour un casque, là aussi, à la fois qui traite le son, l'oreille et la voix. Voilà, donc du coup, l'idée c'est de pouvoir communiquer. Donc ça inclut aussi un microphone pour effectivement être entendu. Et du coup, de pouvoir le faire quelles que soient les situations. Et comme on s'adresse dans un premier temps au marché professionnel, on a des milieux qui peuvent être très exigeants au niveau professionnel. Donc du coup, les systèmes qu'on a développés, c'est de pouvoir être utilisés quelles que soient les situations. Quand il n'y a pas de bruit ou quand il y a un bruit normal, ça marche. J'ai mon appareil, j'entends ce qui se passe autour, je peux communiquer naturellement. Quand il y a beaucoup de bruit, je peux mettre mon casque anti-bruit, mes bouchons d'oreille, mes lunettes, mon casque de chantier si nécessaire. Ça reste compatible avec tout ça, ce qui nous donne un système qui est compatible dans un maximum de situations, y compris quand il y a du bruit, pour les écouteurs. Donc après, il y a eu aussi le problème, c'est comment être entendu, même quand il y a du bruit. Et donc on a complémenté notre offre initiale sur les écouteurs avec un microphone qui continue à fonctionner dans des conditions de bruit extrême. Et donc, du coup, ça nous fait une solution complète qui nous permet d'être utilisé dans un maximum de situations. C'est ce fameux casque audio qu'on voyait à l'image, le casque Crura, c'est comme ça que vous l'avez appelé. Là, le modèle dont je vous ai parlé, c'est le modèle qui est plus utilisé pour l'industrie, le BTP, les militaires, etc., dans des environnements plutôt extérieurs ou extrêmes. Donc, c'est plus celui que j'ai sur les oreilles, là, qui s'appelle Eminentia. On a un kit complet où on a aussi la réflexion sur le téléphone, où là, j'ai une version civile du harnais, mais on a aussi un harnais qui me permet de sécuriser mon téléphone. Je l'ai à portée de main sans qu'il soit gênant ni intrusif. Je sais où il est, je n'ai pas besoin de le chercher ni dans mon sac, ni dans ma poche. Les écouteurs sont intégrés. Et en plus de ça, donc, dans les professionnels qui en vendent, en fait, ils ont le téléphone au niveau du ventre. Et en fait, ils peuvent aussi utiliser la caméra du téléphone pour faire de la maintenance connectée. Donc, ils ont à la fois une assistance audio et une assistance vidéo. Donc ça, c'est la version, on va dire, extérieure, plus vraiment extrême. Et après, donc, on a aussi essayé de profiter un petit peu de la situation sanitaire par rapport au Covid, qui donc pose des nouveaux problèmes, et notamment par rapport au télétravail, où on a décliné notre offre pour une version au départ qui était bureautique et qui est maintenant télétravail. Donc c'est celle que j'ai là. C'est des ergonomies qui sont complètement différentes et qui me permettent d'être utilisées pour faire des visios ou pour passer des appels de manière la plus naturelle possible. Alors on a vu le petit film tout à l'heure en situation. Ces outils sont destinés à être le plus discret possible, donc c'est vrai qu'on les devine à peine sur vous là, quand vous les mettez, mais c'est l'objectif. Alors vous voyez, entre ces deux appareils, les ergonomies sont complètement différentes et pourtant on reste sur les mêmes concepts. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec ces technologies-là,
on a un terrain de jeu qui est vraiment énorme et on peut imaginer des cas d'usage très très différents les uns des autres. On peut même aussi imaginer remplacer l'oreillette que vous avez sur vous. Absolument, et qui m'obstrue complètement le canal auditif, hein, alors que votre formule à vous ne le fait pas. En fait, pour qu'on comprenne bien l'étendue de vos réflexions, c'est à la fois sur le fait d'écouter, de parler, de porter, on le voit avec le harnais, et de commander. Voilà, tout à fait. Parce qu'après, si on veut compléter ça, l'idée, c'est vraiment de rendre le plus naturel possible la communication et aussi d'éviter d'utiliser les mains. Donc si je reviens sur un usage professionnel, il y a beaucoup de gens au niveau professionnel qui ont des équipements, ça peut être des gants ou alors qui ont les mains sales. Et tout le problème, c'est comment utiliser son appareil quand vous avez les mains sales. Je prends beaucoup aussi le cas des pompiers. Les pompiers, c'est fondamental pour eux de communiquer. Actuellement, ils ont des talkie-walkie. Ils sont obligés d'appuyer sur un bouton quand ils ont besoin de parler. Imaginons le pompier qui a sa lance à incendie dans les mains, comment il fait pour parler. Donc, du coup, on essaie de leur proposer des solutions qui leur permettent à la fois de pouvoir communiquer en toute sécurité en entendant ce qui se passe autour, mais aussi de pouvoir le faire de manière la plus naturelle possible, et y compris en libérant les mains. Alors, on va voir quelques images de ce fameux harnais. Alors là, vous avez la version civile autour de vous, mais il y a un harnais, effectivement, voilà, on voit à l'image un harnais peut-être un peu plus de terrain, on va dire. Voilà, c'est un usage professionnel. Expliquez-nous du coup, voilà, l'objectif, c'est bien d'être à la fois connecté en permanence avec son téléphone, avec sa radio, à portée de main, sans que ce soit gênant ou que ça mette en danger la sécurité de l'utilisateur. Alors là, la solution que vous voyez à l'écran, c'est une solution de maintenance connectée pour les gens qui vont sur le terrain et qui ont besoin d'être assistés à la fois sur l'audio et sur la vidéo. Donc ça leur permet d'utiliser leur téléphone, qui le téléphone arrive de plus en plus dans la vie professionnelle des gens. Et du coup, ce harnais permet à la fois d'avoir un usage à la fois pour l'audio et la vidéo. On voit bien les différentes utilisations professionnelles, hein, on les a vues dans les films, on vous entend. On peut imaginer demain, nous, en tant que particuliers, être équipés avec vos applications ? Ça, c'est notre volonté depuis le début. Pour l'instant, on se concentre sur les marchés professionnels parce qu'on n'a pas encore les moyens de nos ambitions. Donc ça nous permet de grandir, de maturer nos solutions techniques. Et effectivement, notre objectif ultime, c'est d'aller dans le grand public et d'avoir une nouvelle approche du son. Comme je vous disais tout à l'heure, maintenant, vous regardez, tous les jeunes ont des appareils, des écouteurs sur les oreilles. Je pense qu'à moyen terme, il va y avoir des problèmes sanitaires du point de vue auditif où la nouvelle génération va avoir des problèmes de ce point de vue-là. Donc l'idée, c'est vraiment de leur proposer une nouvelle solution qui, j'espère, pourra corriger ce problème à venir. On me dit même que vous souhaitez réfléchir à des écouteurs bijoux. Et bah, du coup, avec on voit les clips sur l'oreille, finalement, ça peut rapidement être une boucle d'oreille. Voilà, donc avec cette nouvelle brique technologique qu'on a inventée, on peut se permettre beaucoup de choses inédites qui n'étaient pas possibles jusqu'ici avec des écouteurs audio traditionnels. Et on veut vraiment faire disparaître l'écouteur au profit d'un objet de mode et d'un bijou, et que l'appareil devienne un bijou. Donc l'idée, c'est de faire disparaître l'écouteur, à la fois en termes de confort, qu'on continue à avoir une approche naturelle de la communication, mais aussi en termes de design, de le faire disparaître au niveau du design. Une start-up toute récente, hein, là, janvier 2019, déjà 7 personnes, des recrutements qui vont se poursuivre en 2022 et un déménagement. Là, vous quittez ST Micro, où finalement vous avez été incubé, cocooné, et vous allez maintenant intégrer vos propres locaux à Fontaine. Bravo. Hein. Ce CES de Las Vegas, il vous a apporté quoi, du coup, là, vous en revenez ? Alors, c'était un petit peu moins... un petit peu décevant par rapport à ce qu'on avait imaginé au départ, vu qu'on a été rattrapé un petit peu par la dernière vague. Ouais. Ceci dit, on était quand même très content de pouvoir y aller, parce que jusqu'au dernier moment, c'était très incertain. Du coup, c'était vraiment une très bonne nouvelle de pouvoir y aller. Malgré tout, ça a été un CES un petit peu en demi-teinte, parce que ça a été, déjà, ils l'ont raccourci d'une journée. Il y a eu beaucoup moins de visiteurs que prévu. Mais ceci dit, on a eu des très bons contacts et c'était tout à fait intéressant. Donc on était vraiment enchantés d'y aller. Il faudra y retourner l'année prochaine. En espérant
que le Covid soit derrière nous. Je pense. Merci beaucoup Benoît pour cette start-up grenobloise ActiveMotion dont on entendra reparler, j'en suis certain. Alors s'il y a une autre start-up qui est habituée maintenant du CES de Las Vegas, c'est Lovebox. Vous avez parlé de Lovebox il y a quelques années, au tout démarrage en 2016. Romain Huet, cette start-up aujourd'hui elle compte une vingtaine d'entreprises, de salariés à Grenoble. La Lovebox, on la voit, c'est cette petite boîte connectée qui permet finalement d'échanger des mots doux avec des personnes qui nous sont chères. Parfaitement, oui. C'est la mission de Lovebox, c'est de pouvoir envoyer de l'amour, envoyer des communications positives. L'idée de Lovebox, c'est de prendre soin des gens. C'est notre mission, c'est de prendre soin des gens qu'on aime, rester en contact. Ça, c'est la mission, c'est dans le cœur de métier. Et du coup, la Lovebox nous permet de réaliser effectivement, via cette petite boîte connectée, qui reçoit petite, on va dire, boîte aux lettres digitale qui reçoit des messages. Et quand là, j'ai reçu un message, le cœur tourne. Voilà. Donc le concept n'a pas changé depuis 2016. Hop, j'ai reçu un message. Donc là, on ne va pas le voir. On peut recevoir des photos, des vidéos, pas des vidéos, ça c'est un des projets effectivement, mais des photos. C'est le développement futur, mais des photos, des dessins, des messages. Des messages et tout ça. Donc, et voilà. Et donc du coup qui sont envoyés via une application. C'est ça, parce que l'idée c'est l'application évidemment. L'idée c'est l'application. Le cœur de l'invention c'est ça. Tout à fait. Via une application donc, qui est disponible sur Apple Store, Android Store, donc du coup qui est gratuite et qui permet d'envoyer une fois qu'on est connecté à la Lovebox, qu'elle a été configurée dans la maison. Donc voilà. Ah, on a reçu un message. On a reçu un deuxième message, effectivement, certainement. Des gifs aussi, des gifs animés. Donc, il y a quelqu'un qui vous aime beaucoup, visiblement. Voilà, il y a quelqu'un, je pense qu'on va recevoir beaucoup d'amour en fait pendant cette émission. Vous allez voir, elle va faire que tourner. Donc à chaque fois, je pourrais vous montrer d'autres cas d'usage. Alors cette idée, elle est née, je le disais, en 2015-2016. Et depuis, le chemin a été très très rapide. Il y a eu une première version, à l'époque assez artisanale en 2016, mais très rapidement, vous avez vendu 7500 unités la première année. Et puis, il y a eu d'autres applications depuis, et puis ce marché américain sur lequel vous vous êtes positionné. Voilà, c'est ça, effectivement, un marché américain sur lequel on s'est positionné, qui est aussi, entre guillemets, peut-être venu à nous, de par l'historique de la création de là où a été créé, de là où a été inventée la Lovebox, puisque Jean, le fondateur, l'a créé, pour la petite histoire, quand il était en post-doctorat au MIT à Boston, qui avait créé ça pour sa copine, qui était restée à Grenoble en thèse. Et donc, du coup, il avait créé ça pour elle. Et c'est vrai que peut-être que pas mal de personnes y ont cru sur le sol américain, je pense, à l'origine. Et donc, après, l'histoire est arrivée en France, il est arrivé à Grenoble, le prototypage a eu lieu à la Casemate d'ailleurs, donc un Fab Lab grenoblois qui est de l'autre côté de l'Isère. Et effectivement, donc les premières levées de fonds. Mais c'est un objet qui parle vraiment beaucoup aux Américains, qui parle beaucoup peut-être pour la singularité de ce pays qui est très grand, avec des gens qui ont tendance à être plus communicants que nous, peut-être en France ou en Europe, qui ont tendance à plus s'envoyer de marques d'affection, plus démonstratifs. On le disait déjà, donc effectivement des petits messages comme une photo, vous voyez. Donc là, on a reçu une photo. Nous envoie un bisou. On nous envoie un bisou. On peut écrire dessus sur les photos. On peut s'amuser à customiser pas mal de choses depuis l'application. Donc le marché américain est vraiment la locomotive. Aujourd'hui, c'est 80% de l'activité. Voilà, 80% d'activité. Donc c'est quand même écrasant, effectivement, avec 15% à peu près sur la France et à peu près 5% sur l'Europe et le reste du monde. Très rapidement, d'ailleurs, cette Lovebox, elle a séduit le MoMA, le muséum d'art moderne de New York, ce qui était quand même assez exceptionnel. On la trouve aujourd'hui dans la boutique du MoMA. Tout à fait, on la trouve dans la boutique à New York. C'est toujours chouette d'y aller, de la voir en vrai. Et sur le site internet du MoMA aussi. Voilà, et même en page d'accueil en ce moment pour la Saint-Valentin, pour la petite histoire. On est très contents. Bon, aujourd'hui, ça marche plutôt bien. Vous avez vendu 80 000 Lovebox en 2020, donc ça marche bien. Ça n'a pas été facile quand même. Les levées de fonds ont été compliquées. Il a fallu faire appel aux précommandes via Kickstarter. Enfin, ça a été... il a fallu convaincre. C'est pas un long fleuve tranquille. Non, effectivement, quand on démarre un produit aussi, comme... En fait, on est... Et ça, c'est pas un reproche, on aime bien mettre dans des cases, et d'où Lovebox, c'est difficile de le mettre dans une case, effectivement. Donc c'est difficile de nous trouver, là, on est sur le consumer électronique, on est sur un marché qui est plutôt le marché émotionnel, du cadeau, du gifting, sur des choses comme ça, du concept, du design, sur l'idée originale. Donc au début, c'était difficile d'expliquer notre offre de valeur, et effectivement, les premières campagnes, faut faire du Kickstarter, faut convaincre des banques aussi, donc faut toujours un petit peu expliquer son projet, et après, là, on a réussi à s'imposer, c'est qu'on a réussi à s'imposer nous-mêmes, en n'ayant pas des grosses levées de fonds, et devenir rentable. La première année de rentabilité de Lovebox, ça a été en 2019, après 3 ans. Et quand on fait du hardware et qu'on est rentable, au bout de 3 ans, par nous-mêmes, à la sueur de notre front, c'est
c'est pas pour s'auto-féliciter, mais c'est quand même plutôt une réussite parce que la rentabilité en hardware est compliquée, Bien parce que ça nécessite des gros investissements, et puis vous avez toujours des problèmes industriels. Je suis responsable de production, je peux vous dire que la production, c'est pas un long fleuve tranquille, les composants qui manquent, les augmentations, les pénuries, voilà. Donc surtout en période de pandémie. Surtout en période de pandémie, notamment 2021, qui a été une année très compliquée sur les pénuries. On parlait de ST Micro, voilà, qui ont connu aussi même des gros problèmes d'approvisionnement de silicium et de semi-conducteurs. Mais à l'inverse, j'imagine que le confinement a aussi renforcé le besoin de communiquer, d'envoyer des petits messages d'amour aux uns et aux autres, et du coup, vous avez dû en profiter aussi un peu. Complètement. 2020 est arrivé pour une année qui nous a fait très peur. On sortait d'une année 2019 très bonne. Je vous le disais, on était rentable. 2020, on avait beaucoup de projets. On faisait justement la version numéro 2 de cette petite Lovebox avec un écran couleur, un écran plus grand. Et est arrivée la pandémie qui nous a fait très peur. Et finalement, le marché américain a explosé en 2020, vraiment sur 2020, puisque les gens étaient chez eux, étaient loin, malheureusement, ne se déplaçaient pas beaucoup. Et on continuait de s'envoyer des preuves d'affection pour la Saint-Valentin, pour la fête des mères, qui est une très grande fête commerciale aux États-Unis. Donc on a fait une fête des mères absolument incroyable en mai 2020, parce que les gens avaient ce besoin de rester en contact et aussi de s'envoyer des cadeaux originaux. Voilà. Mais le confinement vous a aussi obligé à fermer notamment l'entrepôt de Colmar, Ouais. et du coup, en quelques jours, à changer votre fusil d'épaule et à organiser un site de production directement aux States. Alors, le site de production n'a pas changé, mais un site de logistique, puisque D'accord. la logistique était faite en France, dans des entrepôts du Grand Est. Le Grand Est était une région, effectivement, très durement touchée pendant la crise. Au début de la crise, les entrepôts ont fermé le 18 mars, un jour après la date du confinement. Donc, effectivement, nous, on avait cette volonté de bien réussir notre fête des mères aux États-Unis en mai 2020, qui allait un mois avant en France. C'est pas la même date que la France. Donc, on a décidé d'ouvrir une filiale en quelques jours, grâce à des connexions qu'on avait. On avait, Jean et moi, un petit peu vécu aux États-Unis. Voilà, l'idée, c'est bien d'avoir du réseau aussi pour pouvoir Déjà des créer points de chute, choses. ouais. Voilà, moi, j'avais des points de chute pour ouvrir avec un cabinet comptable qui nous a permis d'immatriculer notre filiale et de très rapidement ouvrir des entrepôts côte est, côte ouest et envoyer de la marchandise dans nos entrepôts pour continuer de faire de la logistique, voilà, pour les clients qui achetaient sur notre site de e-commerce. Voilà. Bon, alors, les Américains peuvent acheter la Lovebox, les Français aussi quand même. Complètement. Sur Internet, sur le site. Hein. Bien sûr, sur le site Lovebox. Et puis dans les magasins, alors il est en vente au MoMA à New York, j'entends bien, mais aussi chez nous. Alors je crois que la Fnac, ça y est, s'y est mis. Fnac, Boulanger, Darty et très récemment Nature et Découverte. On est très heureux de pouvoir après proposer notre produit à Nature et Découverte. Il y en a 2 ici à Grenoble que j'ai la chance de visiter demain pour voir. Donc, je suis très heureux de ce retail physique qui reprend, qui a été aussi la grande peur quand les magasins ont fermé pendant la pandémie. Et on est très content de pouvoir avoir des nouveaux clients. La Saint-Valentin, c'est ces jours-ci. Il y aura la fête des mères qui suivra, la fête des pères. Donc, pas mal d'opportunités. 2021, 6 ans après la création, presque 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est quand même C'est une belle réussite. Hein. Oui, plus de 200 000 produits, plus de 200 000 produits vendus dans le monde entier. Ouais. Et la rentabilité au bout de 3 ans, ouais, la création, c'est pas mal. J'ai vu que vous aviez noté en tant que... évidemment, on accompagne des startups aussi, et 3 ans, c'est bien. C'est bien d'avoir un avis. Ce qui est intéressant dans les 2 projets, enfin plus que des projets, puisque c'est des mises en œuvre, c'est qu'en fait, vous avez pensé technologie, mais écosystème. Et en fait, c'est l'écosystème qui lead. C'est l'usage, l'écosystème, l'emploi. Et c'est très intéressant, je trouve, dans vos 2 exemples. Complètement. Et on pense qu'à ça, justement, même pour les futurs développements. Développement en Europe, là, du coup, Lovebox, c'est l'Europe maintenant. L'Europe, oui, on aimerait. Alors, l'Europe. peut-être. L'Australie. Ah, mais vous mentionnez un pays qui nous attire beaucoup, qu'on a eu beaucoup de chance de voir au CES, c'est-à-dire le Japon. Très content de la présence de Japonais au CES de cette année. Ouais. On est vraiment très content. Et en ce moment, on a des Lovebox en démonstration dans le quartier de Shibuya à Tokyo, qui est le quartier trendy un peu des magasins. Et on a des Lovebox en ce moment qui sont là-bas et voilà, qui font qu'il faudra un énorme développement marketing parce que les Japonais parlent japonais, il faudra tout retraduire, il faudra des gens là-bas. Mais vous l'avez fait pour les États-Unis, où il a fallu adapter le marketing. Complètement. Il faut s'immerger. Vous ne pouvez pas vendre en américain des choses de toute manière qui sont branchées culturellement françaises. Il faut parler américain. Il faut cet interculturel qui nous guide dans les ventes. Voilà. Romain Huet, Lovebox, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Benoît Van Lodegen, merci beaucoup pour ActiveMotion. 2 startups grenobloises qu'on va suivre de très près. Vous le savez, Alpes Décideurs vous donne la possibilité de poser vos questions à notre expert. Écrivez-nous alpedécideurs@telegrenoble.net. Cette semaine, Stéphane veut savoir quel est le principe de la taxe carbone, Alain. Alors la taxe carbone, déjà, c'est une taxe qui est assise sur les énergies fossiles. Pétrole, le gaz, le charbon. Donc ça, c'est l'assiette. En France, elle est principalement assise sur les carburants. Pétrole, et donc ce sont les consommateurs qui payent
en France, sa taxe carbone. Son objectif, c'est d'accompagner, voire d'impulser la transition énergétique en consommant moins d'énergie fossile, de limiter par conséquence l'émission de dioxyde de carbone, et puis également de faire payer les pollueurs, le principe payeur-pollueur, on appelle ça une taxe pigouvienne. Pigouvienne, ouais, de l'économiste anglais Arthur Pigou, qui a posé le principe pollueur-payeur, et qui est traité sur des marchés, puisqu'il y a des quotas qui sont octroyés notamment auprès des industries, qui permet d'acheter ou de vendre de la taxe carbone. Donc ça, c'est le principe général. En France, elle est supportée par une taxe donc, sur les carburants, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Et elle devait, en 2018, être augmentée. Et puis, ça a déclenché au moins en partie le phénomène gilet jaune, bien sûr. Donc, pour l'instant, la taxe n'a pas bougé. Elle est déployée dans pas mal de pays européens, une quinzaine de pays européens, au Canada, au Japon, au Mexique. On remarquera de grands absents. Pas les citer. Bah oui, toujours les mêmes. Elle porte donc sur les émissions, je le disais, de gaz, de pétrole et de charbon. En France, c'est limité au pétrole. Globalement, c'est une taxe qui est inégalitaire, mais comme beaucoup de taxes, la TVA est inégalitaire. Et elle peut, en faisant une surcharge finalement de frais, de coûts, désavantager un peu la compétitivité. Après, elle sert une bonne cause, qui est malgré tout de limiter les gaz à effet de serre. C'est quoi, 44 € la tonne, c'est ça le 44 tarif € la tonne, tout à fait, oui. Donc voilà, nous la supportons en France sur les combustibles, les carburants. Voilà pour cette taxe carbone. Merci beaucoup Alain. Si vous aussi vous voulez interroger notre expert, écrivez-nous alpedécideur@telegrenoble.net. Captation de concerts, retransmission d'événements sportifs, réalisation d'émissions de télévision par exemple. La mission est toujours la même finalement, faire entrer le spectateur au cœur de l'action. Focus aujourd'hui sur une PME dont la spécialité est la production audiovisuelle. Favorise travaille régulièrement avec Télé Grenoble, mais avec bien d'autres chaînes de télévision et de plus en plus souvent avec des grandes entreprises pour la mise en scène d'événements de communication. On est heureux d'accueillir Mickaël Favard. Bonjour. Bonjour Christophe. On ne va pas mentir, on se connaît bien, Mickaël, oui. On a travaillé ensemble, on travaille ensemble. Vous êtes un peu finalement un essaimage de Télé Grenoble. Vous avez été ici directeur de production, réalisateur, et vous avez franchi le pas en créant votre entreprise en 2010. Favorise. Exactement. Favorise en 2010, donc à l'issue de 5 années au sein de Télé Grenoble, où j'étais directeur de production, on m'a impulsé, insufflé un peu l'énergie pour aller voler de mes propres ailes. Donc pendant plusieurs années, j'ai été hébergé quand même chez Télé Grenoble pour le démarrage, parce que c'est pas toujours simple. Surtout que c'est un schéma un peu atypique. On n'est pas parti sur le principe de dire je vais créer une société, je vais faire un investissement et puis on va se lancer, on va se lancer un pari. C'est que j'ai créé les choses petit à petit. En quittant Télé Grenoble, j'ai acheté une première caméra avec 2000 € en poche. Et ensuite, à force de travailler avec une caméra, j'en ai acheté une deuxième. Et puis après, 3, 4, une petite régie et ainsi de suite. Ça a grossi jusqu'à aujourd'hui. Voilà, on a un camion régie. Camion régie, des régies. On a acheté nos propres locaux. On a des employés. Donc ouais, ça, on a grossi, mais tout doucement, sans vouloir griller les étapes non plus. Le métier, quand même, on va expliquer ce que c'est que la production audiovisuelle. Quelques exemples. La production audiovisuelle, alors c'est là où nous, on a essayé de vraiment prendre un créneau, parce qu'aujourd'hui, quand on cherche une société de production à Grenoble, on trouve énormément de petites sociétés, de personnes qui ont un appareil photo, qui font ça, acheter dans une grande surface un appareil photo, un ordinateur. On fait nos projets, mais ça reste souvent de la prestation technique. Nous, on a essayé d'axer sur se détacher de l'outil, plus de dire, voilà, là, on est des professionnels de l'image, on éditorialise les choses, donc comment on va construire, comment on va porter un message, et ensuite on va choisir les différents outils. Parce que c'est bien beau d'avoir des super outils, si on ne sait pas les utiliser... On part pas de l'outil, on part du message à véhiculer. Voilà, je dis toujours, on donne un téléphone portable à Steven Spielberg, il va nous raconter une histoire. On donne une caméra cinéma à n'importe qui, il ne va rien donner. C'est pas la même histoire. Donc là, c'est la même chose. On a des outils, on a du Carégie, c'est que des outils techniques qui nous permettent de bien travailler, mieux travailler, d'aller toujours plus loin. Par contre,
notre cœur d'activité, c'est vraiment d'accompagner les sociétés, de dire, voilà, quand on a un plateau télé à construire, on ne construit pas qu'un plateau télé, comment on met en avant le lieu où on va se trouver, comment on va faire en sorte de pouvoir porter au mieux le message de l'entreprise ou de l'émission de télé ou du sport qu'on va couvrir. Et c'est là où on va essayer de se détacher des autres, on va dire. Alors, on va voir quelques images parce que les coulisses sont toujours très intéressantes et les métiers sont bien particuliers. Donc, captation d'événements, retransmission, réalisation. Quelques exemples. Alors, il y a eu les Jeux Olympiques de la jeunesse en Argentine, à Lausanne, les JO tout court. Les JO, exactement. Donc, on a eu la chance cette année de pouvoir partir aux JO de Tokyo. Pour couvrir, moi j'étais réalisateur avec des personnes de mon équipe également sur le tennis, sur les Paralympiques également. Là on voit Guillaume qui est une des personnes de mon équipe qui était également avec moi réalisateur à Tokyo sur les Paralympiques, donc sur le tennis de table. Mais là on a eu une médaille française en plus. Donc voilà, c'est quand même une chance de pouvoir faire ce genre de choses et de ne pas être côté télé, mais vraiment être côté organisation. Événement, Roland Garros. Voilà, Roland Garros. Là, c'était sur le curling, sur les Jeux de la jeunesse de Lausanne. Donc là, ça veut dire que c'est diffusé dans le monde entier. Là, c'est diffusé dans le monde entier. C'est repris par toutes les télés qui ont besoin de... Donc c'est vraiment de l'événement à l'échelle mondiale. Donc c'est là où on montre aussi, nous, notre savoir-faire. On ne travaille pas que sur du local. On est une petite société grenobloise, mais on travaille dans le monde entier. Donc c'est ça qui est... C'est assez singulier. Alors, je parlais de captation, il y a les captations de concerts. Alors, il y a Jazz à Vienne notamment. Et puis, il y a eu pendant la pandémie une opportunité particulière de faire vivre la culture en faisant des captations de concerts sans public. Alors, exactement. Pendant le premier confinement, on a passé beaucoup de temps à la maison, comme tout le monde, ce qui était plutôt agréable d'ailleurs, sans pas avoir de charge émotionnelle à ce moment-là. On était détaché de tout. Mais on a insufflé avec notamment Télé Grenoble, avec un producteur avec qui on travaille à Paris également, qui est en Garo Production, et des acteurs grenoblois, l'idée de pouvoir faire des concerts à huis clos et pour pouvoir continuer à avoir une activité culturelle parce que toute la partie culture a vraiment souffert et la mairie de Cessiné nous a suivis et à l'Iliade on a réussi à monter un projet. Aujourd'hui on est à plus de 18 ou 20 concerts on a fait parce qu'on a continué parce que c'est un modèle qui fonctionne super bien. Donc voilà, on a des centaines de milliers de vues, évidemment. Exactement, et des centaines de milliers de vues sur les réseaux et sur Télé Grenoble. Il y a aussi, alors ça, un événement que tout le monde a en tête, que vous avez vous-même filmé, c'est l'opération de renflouement du paquebot du Costa Concordia. Vous vous rappelez, ce paquebot qui s'était échoué au large de la Toscane. Et l'opération de renflouement a été très, très impressionnante, très longue. C'est vous qui avez filmé cette opération. Oui, j'étais réalisateur de l'événement. Donc, c'est de la sous-traitance pour Favorise où on envoyait juste de la matière grise. Mais là, voilà, j'étais sur place pour réaliser le signal international qui était vraiment diffusé pendant 48 heures à l'échelle mondiale. Parce qu'on a eu à 7 heures du matin le top, on est en Mondovision, donc vraiment diffusé sur le monde entier. Et du coup, c'est moi qui ai eu en charge de réaliser toute l'opération de redressage sans savoir si ça allait réussir ou pas. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui est très dynamique parce que l'axe, ça montait tout doucement, mais ça reste quelque chose en termes de notoriété. Faut pas se louper, voilà, il y en a pas 50 000, il y en a un et c'est nous. Et on est dessus et c'est vrai que c'est des images qui ont été vues un peu partout. Ouais. Aujourd'hui, 10 ans après sa création, Favorise emploie 3 personnes à temps plein et puis toute une équipe d'intermittents du spectacle qui sont embauchés du coup à la mission. On a vu un peu de matériel sur les images. C'est important aussi d'expliquer les métiers qui gravitent autour de cette activité. Alors, sur les métiers qui sont dans de l'audiovisuel, de la production, c'est vrai qu'on a plein de corps de métiers qui sont essentiels. Le réalisateur ou le producteur n'est rien sans son équipe. On met le meilleur chef d'orchestre avec des gens qui ne savent pas jouer du violon, ça sera une catastrophe. Donc, en fait, c'est la chaîne complète qui est importante et surtout arriver à driver tout le monde. Et nous, depuis le début, au sein de Favorise, on s'est attaché à avoir des équipes soudées
proche, avec lequel on a même un vrai esprit de camaraderie. C'est hyper important. C'est une famille. Hein. C'est une famille, voilà, on le conçoit comme ça. Alors c'est quoi? C'est ingénieur du son, c'est cadreur, voilà, on a des ingénieurs du son, on a des opérateurs de prise de vue, on a les personnes qui vont faire le contrôle image pour contrôler la qualité de l'image, on a des chargés de production qui sont là pour faire en sorte que tous les rouages autour fonctionnent bien. On a des monteurs. Quand on est sur des directs, on a des personnes qui vont gérer les appareils de transmission. On a les opérateurs de ralenti. Voilà, c'est vraiment... Spécialiste des drones, hein, je crois. On a des pilotes on pilote... on a un pool de drones au sein de la société. Donc on fait... Voilà, encore tout ça, ce sont des outils. On a la chance de bien fonctionner depuis plusieurs années. Donc, alors ça va pas vous faire plaisir, mais on fonctionne sur de l'autofinancement la plupart du temps. Mais c'est ce qui nous paraît le plus safe, on va dire, parce qu'on sait jamais où on va aller. Une année comme le Covid, on plonge complètement. Il faut savoir comment on rebondit là-dessus. Et si on n'a fait que de l'investissement, peut-être qu'on va avoir du mal à s'en sortir. Bon, parmi les investissements, il y a ce car régie qu'on a aperçu, mais qui est un quartier général essentiel. Hein. Voilà, c'est un gros investissement, ça. C'est un investissement, un gros investissement, mais qui s'est fait au fur et à mesure, heureusement. Et c'est un élément pour nous qui est essentiel parce que c'est un outil qui nous permet c'est pas bien travailler, c'est de mieux travailler. C'est quand on arrive sur place, on a eu l'exemple, on s'est trouvé une fois sur une prestation où tout à coup il a fallu changer notre fusil d'épaule parce qu'on pouvait plus s'installer à un endroit. Il faut changer, c'est là où, avec les bons outils, et puis l'expérience aussi, il n'y a pas que les outils, mais avec cet outil, ça nous permet de réagir rapidement. Ça nous permet d'aller sur un événement. Ce week-end, on était sur une opération d'athlétisme. On est parti de Grenoble. Il y a eu un accident. On a été bloqué 2 heures dans les bouchons. On devait faire une prise d'antenne à 13 heures. On a réussi à déployer tout le dispositif en moins de 2 heures. Et on a démarré le direct correctement. Et le démontage était fait en 40 minutes. Et ça, c'est des éléments qui sont importants parce que aujourd'hui, le coût humain, c'est quelque chose qui est aussi important. Ouais, je vous coupe parce qu'on est quand même obligé d'évoquer encore une fois la crise Covid, qui a été une opportunité de croissance pour vous. Les entreprises ont revu leur façon de faire de la communication et vous en avez profité. Alors nous, on a travaillé avec une société qui s'appelle Inside Outside, qui est partenaire. On travaille beaucoup ensemble sur tous les événements. Et on a été confronté à, comme tout le monde, où il a fallu faire des événements, on va dire, entre guillemets, en streaming, avec des personnes distantes. Comme toujours, comme dans toutes les brèches, en fait, tout le monde s'est engouffré dedans pour dire on va faire du streaming. Après, c'est toujours la même chose. C'est quand on fait les choses, comment on les fait? Est-ce qu'on les fait bien? Est-ce qu'on les fait avec des bonnes méthodes? Et nous, on a mis en place des solutions. On a construit des solutions avec Inside Outside pour garantir des prestations de qualité. On en a fait pendant 2 ans. On a fait de la régie, en gros une régie virtuelle dans nos locaux et chez eux passé un moment. On n'a pas eu un seul plantage de projet. Alors ça, c'est plus la partie studio virtuel. Ça, c'est le studio virtuel qu'on voit. Mais là. Sur la partie régie virtuelle, c'est vraiment, on prenait les personnes distantes, on faisait la qualification, ils se connectaient chez nous et on pouvait ensuite faire l'événement à distance comme s'ils étaient, on va dire, sur place. Et ensuite, on a également travaillé sur la partie studio virtuel, où là, on a utilisé les technologies. C'était des essais sur la partie tracking. C'est presque un jeu vidéo, là. Hein. C'est presque un jeu vidéo, mais où on essaie de travailler, de développer des solutions qui nous permettaient de faire du studio virtuel, mais dans la même technologie que sur les studios parisiens. Et parce qu'aujourd'hui, un fond vert, on met un fond fixe, on se met devant, tout le monde sait le faire, entre guillemets. Par contre, faire un vrai système avec des caméras qui sont automatisées, qui sont traquées, qui suivent, quand on zoome, qui suivent le plateau virtuel à l'extérieur, en même temps, c'est des choses qu'on ne trouve pas, en tout cas sur Grenoble, sur la région Rhône-Alpes. On a eu des articles qui ont été faits d'ailleurs dans la presse spécialisée sur le petit studio grenoblois qui arrivait, entre guillemets, à dompter la technologie. Donc oui, ça, on est plutôt fiers, même si aujourd'hui, on ne le met pas complètement en avant, on ne travaille pas tous les jours avec. On continue à essayer de travailler sur une extension maintenant pour la réalité augmentée sur nos plateaux télé, sur des événements extérieurs. Voilà, on est vraiment sur
sur ce schéma-là et essayer toujours de rebondir, construire et inventer des nouvelles choses. Ouais, ça exige une veille Si je peux avoir un technologique. regard bien sûr. d'entreprise. C'est vrai que les 2 premiers mois de crise, j'étais déjà content de se voir en visio. Ouais. Donc c'était la fin du C'est nouveau monde. déjà. Et puis comme la crise a duré, qu'il y a eu des vagues successives, les attentes des entreprises, des chefs d'entreprise, sont montées de plus en plus haut pour finalement recréer des environnements de communication comme on les aurait fait et voire mieux en présentiel. Et moi j'ai vu notre attente en tant qu'entreprise, Caisse d'épargne régionale, d'arriver à faire des choses comme en direct, comme en présentiel, mais en distanciel. Et ce que je sais, c'est que vous avez non seulement suivi, mais anticipé tous ces mouvements pour arriver à délivrer des prestations de qualité, soit en intérieur, soit en extérieur, puisqu'on a travaillé ensemble en extérieur. Ben, on essaie d'évoluer, voilà, on essaie d'amener, et puis on est dicté par quelque chose, et on passe tellement de temps dans notre travail. Quand on va au travail, on a besoin de se faire plaisir. Quand on fait des projets, pour nous, il n'y a rien de plus insupportable que faire de la presta pour faire de la presta, aller faire quelque chose qui ne nous plaît pas, dans des mauvaises conditions. Quand on se déplace, quand on va faire un événement, tous nos clients nous le disent, en fait, il y a quelque chose de plus que de la partie technique. Oui, cet accompagnement de A à Z. Cet accompagnement de A à Z, c'est cette vision, et c'est des choses qui sont difficilement. En plus, c'est pas réplicable. On peut pas dire, bah voilà, ça c'est quelque chose qui fonctionne bien. Ça, c'est du clé en main. C'est pas du clé en main, c'est du sur-mesure. la façon d'être, c'est du sur-mesure, c'est une vision, c'est comme un tableau. On peut pas, un tableau est un tableau, il y a une patte, et nous on essaie d'amener ça dans tous nos projets. Et une exceptionnelle croissance, 20 à 30% de croissance du chiffre d'affaires ces 2 dernières années. Donc on voit bien que ça répond à une attente. Une entreprise quand même assez singulière qui repose, on le voit bien, sur votre dynamisme, sur votre approche artistique. C'est effectivement une plus-value exceptionnelle, mais est-ce que c'est pas aussi un peu dangereux ? Alors c'est dangereux. En fait, c'est pas un modèle qu'on peut répliquer. On peut pas dire voilà, ce modèle marche, donc je vais créer une antenne Paris, Genève ou autre. Par contre, nous, au sein de la société, c'est toujours pareil. Il y a des gens, il y a des personnes qui émergent et qui prennent... alors moi, ça me fait mal de dire ça, mais il y a des gens qui vont prendre le meilleur de ce que je vais donner, ce que je vais pouvoir donner, et qui vont donner le meilleur de leur côté. Et ça va faire émerger et ça fait émerger d'ailleurs des compétences, des richesses. Et c'est là où tout le combat, c'est de pouvoir continuer et pérenniser ces collaborations avec ces personnes qui sont toujours à tout niveau, que ce soit dans la réal, dans le montage, même dans le cadre. C'est un pool de personnes qui est très proche et avec qui on arrive à monter ensemble. Après, demain, si je devais monter l'antenne Toulouse, je ne sais pas comment je ferais. Bon, c'est quoi alors la perspective d'avenir ? Un peu de croissance externe peut-être ? Perspective, peut-être un peu de croissance externe, effectivement. Peut-être se rapprocher de sociétés avec qui on collabore étroitement. Et également essayer d'aller un peu plus peut-être sur d'autres projets, des projets un peu plus d'autoproduction. On avait déjà fait avec Télé Grenoble des autoproductions sur des émissions de cuisine, mais peut-être d'autres projets comme ça sur lesquels on peut aller et proposer nos propres produits à la diffusion, et puis toujours essayer d'aller un peu plus loin avec les télévisions, avec l'accompagnement sur du sport, sur du concert, voilà. Et puis inventer encore, se servir des nouvelles technologies pour inventer de nouvelles applications. Voilà. Après, on fait énormément de veille technologie. Moi, je viens pas de l'audiovisuel, je viens de l'informatique à la base, donc je développe mes propres outils également. Quand on fait du sport, je développe mes propres outils. Donc, il y a une vraie part R&D au sein de la société. Et puis, essayer d'aller un peu plus loin sur le studio virtuel pour proposer toujours des choses plus belles, avec toujours un petit peu d'effet waouh. Voilà. Et puis toujours se faire plaisir, surtout, c'est le plus important. Alain, 3 PME aujourd'hui, start-up, PME, qui sont imaginatifs, qui sont créatifs, et qui ont profité de la crise finalement. Et en plein contexte défavorable. Et en fait, ce qu'on constate globalement au niveau économique, c'est que la crise, bien sûr, a rendu très difficile l'activité pour certaines structures, certaines sociétés, certains secteurs, mais que d'autres, à la fois parce que c'était le bon moment, mais aussi parce qu'il y a eu de la part des dirigeants beaucoup d'initiatives, finalement on ressort de la crise plus forte
admission entrée. Et je pense que c'est un des leviers de la croissance que l'on voit, qui est un peu inexplicable quand même. On a le plus fort taux de croissance depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un peu inexplicable, sauf si on se dit que des entreprises portées par leurs dirigeants ont su finalement s'infiltrer dans cette crise, ont eu les ressorts, puis ont eu les métiers qui ont permis l'agilité. Voilà, et ça, je trouve que c'est 3 exemples extrêmement... Et puis il faut oser. Je pense que c'est la première fois où, même pour tout secteur confondu, où il y a vraiment eu une ouverture à l'audace. Nécessité fait loi. Oui, mais quand tout s'arrête du jour au lendemain. Avant la crise, si on avait dit on met 80% des personnes en télétravail, tout le monde aurait dit la même chose. Mais c'est impossible. Et pourtant, c'est possible. Merci beaucoup, en tout cas. Merci pour ces analyses. Bravo à Favorise. Merci, Michael Favard. Merci, Alain Denisot. Merci à tous de votre fidélité. Vous retrouvez bien sûr cette émission sur télégrenoble.net. À très vite pour une nouvelle émission. C'était Alpes Décideurs avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative.